manifestation d'intelligence. Maintenant, elle peut répondre ça peut être faux, donc la réponse vaut rien. Si c'est un illuminé, il n'ira pas le dire non plus. Et c'est à vous de savoir ce que je suis. Maintenant, ce que je suis, ça n'a aucune importance. L'important, c'est ce que vous êtes. Puis si ce que j'ai à dire comme orateur peut avoir un degré d'intelligence ou d'applicabilité ou d'intéressement. C'est pas intéressant de savoir qui je suis. Hein? Je suis moi. Mais je pense que le type, il voulait peut-être dire d'où est-ce que tu prends ça? Toutes ces connaissances-là. Je prends là, ça, là où ça se trouve. Je le dis souvent. Puis c'est la meilleure place. C'est pas coloré. C'est pur et frais. Et puis à un moment donné, de toute façon, l'homme nouveau a cette faculté du savoir instantané. Tout à l'heure, on parlait d'Albert Einstein. Je pourrais vous en citer un paquet d'autres. Il y en a d'autres au Québec. Et évidemment, il y en aura de plus en plus qui auront cette faculté d'exprimer par la parole ou par l'écriture quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Et j'appelle cela le savoir instantané, c'est-à-dire qu'au lieu de connaître, ils savent. Vous savez que vous vivez, vous ne connaissez pas que vous vivez. Par contre, vous devez connaître la mécanique, vous ne pouvez pas savoir la mécanique. À un moment donné, vous saurez la mécanique, vous saurez que vous vivez, et chaque fois qu'il y aura, disons, de l'intérêt à ce que vous sachiez quelque chose, ben vous le saurez. Ça, c'est ça. Évidemment, ça dépend de la mutation neuronique du cerveau, ça dépend de la mutation du système endocrinien chez l'homme, ça dépend d'une panoplie de choses qui font, normalement, sur lesquelles je vais parler tout au long des conférences que je donne. La semaine prochaine, par exemple, on parle des enseignements du Nazaréen. Ben, on va en parler d'une façon plutôt supramentale, donc d'une façon qui est reliée à la manifestation de l'intelligence, c'est-à-dire que je n'irai pas expliquer les concepts des différentes théologies. On va prendre des choses et on va expliquer ce qu'il a voulu dire. La semaine d'après, pour faire encore plus, disons, je voudrais dire, pour le terme québécois, plus chier, les férus de tradition. Alors la conférence sera sur ce que le Nazaréen n'a pas dit. Où je vais prendre ça, à la même place que lui prenait ça, et à la même place où un jour vous prendrez ça. Une chose intéressante qu'il a dit, c'est qu'un jour l'homme fera ce qu'il a fait, il fera même plus. Ben, il sera temps à un moment donné qu'il se décide. C'est pas? On passe le temps à répéter des choses, mais on ne veut pas les supporter. Alors, si vous ne voulez pas supporter qu'un jour vous pourrez faire des choses, ben, supportez-moi. Quand vous parlez de purification, vous voulez dire quoi? Mutation biologique, mutation psychologique, mutation du système nerveux? Comment travaille-t-il la fonction des cellules gliales? Point d'interrogation. Bon. Purification, j'emploie un terme spirituel parce qu'il est suffisamment, disons, atténué pour ne pas trop faire peur. On peut parler d'apocalypse, on peut parler de volcanologie, on peut parler d'augmentation, comme j'avais lu à un moment donné dans une revue scientifique, augmentation de la grandeur des, comment il avait appelé ça? Des phénomènes de marée. Bon, des rats de marée. Ce serait le terme plus populaire. Alors, ça peut être une purification qui peut être militaire, elle peut être scientifique, elle peut être bactériologique, elle peut être de bien des façons, comme elle peut être psychologique. C'est-à-dire que l'humain peut aussi se changer sans nécessairement avoir à passer par un paquet de conneries qui, de son conne si l'humain a l'intelligence et qui deviennent intelligentes si l'humain est con. Bon. Mutation biologique, ça va de soi. Il y a une mutation au niveau du système neuronique, c'est-à-dire que les axones à l'intérieur du cerveau finissent par mourir, c'est-à-dire qu'elles sont coupées. Il y a des périphériques qui vont être construits pour permettre à des neurones, au lieu d'envoyer une impulsion dépolarisante à travers 15 ou 20 neurones pour arriver à, par exemple, une expression moteur, va finir par engendrer une communication qui se fera d'un neurone à 2 ou 3 neurones pour accélérer la rapidité. Là, je réponds comme si la personne avait des connaissances médicales. Bon. Pour accélérer la faculté de penser. Il y aura une autre chose aussi, c'est que les gaines de myéline au niveau des axones vont commencer à s'épanouir, c'est-à-dire que les nœuds de Ranvier vont tendre à diminuer, ce qui va, on le sait, au niveau médical, accélérer la vitesse de transmutation de l'onde nerveuse et va donc accélérer encore une fois le phénomène de la communication cérébrale. Les neurones vont changer. Le système glial est un système, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des cellules cérébrales. Il y en a un peu plus que les cellules neuroniques. Albert Einstein avait beaucoup plus de cellules gliales que la majorité des humains, et l'homme nouveau en aura aussi beaucoup plus. La cellule gliale, elle a la faculté, premièrement, d'empêcher de servir de tampon aux manipulations psychologiques, c'est-à-dire que lorsque l'âme, par le biais de la membrane périsprique, le séraphin, tente de communiquer
c'est-à-dire d'engendrer une vibration dans l'atomicité des neurones, ben, les cellules gliales vont servir de tampon pour absorber cette vibration, rendant de par là même la pensée. Ce ne sera plus une pensée à l'époque, ce ne sera qu'une communication, c'est-à-dire que ça servira de canal, le cerveau, pour permettre à cette circulation, appelons-la pensée pour l'instant, de ne pas être manipulée par la coloration mémorielle. On se dit que lorsque l'homme pense, il pense à un cheval. La vibration à l'intérieur du cerveau qui peut induire dans sa conscience l'image du cheval finit par circulation dépolarisante, engendrer un champ électromagnétique qui induit une vibration dans les neurones adjacentes, dépolarisant celle-ci, et lentement du cheval, on passe à l'âne, on passe à l'auto, on jase de la femme du voisin, et puis on fait ce qu'on appelle du coq à l'âne sans trop s'en rendre compte. Bon. Alors, lorsque le système glial est suffisamment avancé, il pourra servir de tampon à ce système de communication pour permettre à de l'intelligence pure, ce qu'on appelait l'esprit saint, l'esprit pur, l'intelligence supramentale, de pouvoir être exprimée par le corps de l'homme sans coloration mémorielle, donc être exprimée dans l'instantanéité et non plus par le biais d'un présent passé. Les cellules gliales servent aussi comme des Pac-Man. Elles servent à bouffer les neurones qui sont mortes. Elles servent à bouffer les axones qui vont être réduites, disons, à un état mortuaire. Elles servent donc à nettoyer le cerveau. Elles vont entrer en vibration à une glande endocrine, la glande pinéale à l'intérieur du cerveau, qui va permettre la communication avec ce que j'appelle un troisième cerveau, un cerveau qui sera beaucoup plus d'ordre vital, un cerveau qui sera constitué d'énergie hominale, qui est une énergie que chacun d'entre vous avez, mais qui n'est pas encore connue par la médecine ni par l'acupuncture, qui parle encore archaïquement de l'énergie yin et yang. Il y a l'énergie yin, il y a l'énergie yang, et il y a l'énergie hominale qui est générée par l'être humain, qui a une conscience. Alors, disons que le système glial aura énormément d'effets au niveau du cerveau de l'homme. La mutation, elle est biologique, elle est cellularisante, c'est-à-dire que l'être humain ancien, par mutation neuronique, ça se fait comment? Vous continuez à faire ce que vous faites, il y a des choses qui changent. À un moment donné, cette mutation est induite dans le système, disons, d'ADN des nucléoles des cellules, et j'appelle cela une cellularisation. Lorsque l'évolution est cellularisée, ben évidemment, c'est transmissible génétiquement, premièrement, et deuxièmement, ça fait que l'humain n'a pas à travailler pour maintenir son évolution, elle est naturel chez lui, donc s'il cellularise le calme, ben il sera calme même si une bombe tombe à côté de lui. Bon, il n'aura pas besoin de toujours être en train de lutter pour contrôler ces phénomènes. Il y a une mutation génétique, il y a une mutation neuronique, il y a une mutation donc d'ordre psychologique, elle n'a pas le choix. Et il y aura par la suite, par expression, une mutation sociale, une mutation humaine, une mutation intelligente dans la société. Lorsque je parle de purification, on parle surtout des mécanismes qui vont permettre à l'adolescence de l'humanité de pouvoir réellement entrer dans sa phase de mutation. Supposément qu'il y a un champ magnétique qui traversant notre planète. Donc, à ma connaissance, dans une région du Yukon. Est-ce que ce champ traverse dans une région du Québec? Bon, le champ magnétique qui traverse n'est pas nécessairement un champ magnétique à aller chercher. Il y a des faisceaux d'énergie. Le champ électromagnétique, évidemment, si on parle de la ceinture de Van Allen ou d'autres formes de ceintures électromagnétiques qui sont très bien connues à l'échelle de notre planète. D'ailleurs, les astronautes, c'est-à-dire que la NASA ou les compagnies aérospatiales doivent justement s'arranger pour donner un angle particulier aux navettes, comme aux capsules, comme aux satellites qui pénètrent notre atmosphère. Premièrement, pour l'atmosphère. Deuxièmement, pour ces ceintures électromagnétiques qui vont aussi placer une aiguille de boussole, par exemple. C'est une autre forme de l'énergie tellurique. Placer l'aiguille de la boussole vers ce centre tellurique qui est toujours en migration, le pôle Nord, le Nord magnétique, qui a une tendance évidemment à migrer. C'est pourquoi sur les cartes, on parle toujours on a un angle du Nord, on a le angle du Nord magnétique, et on parle de déviation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, étant donné que le Nord se promène, ben, si la carte était imprimée en 1971, ben, vous devez rajouter un paquet de degrés en 87, parce que sinon, votre boussole va indiquer le vrai pôle Nord, mais sur la carte, ce sera pas le bon. Alors donc, il y a ce phénomène. Le champ magnétique qui traverse le Yukon traverse aussi d'autres régions de notre planète. Il y en a un en Écosse. Il y en a plusieurs sur la planète. Il y en a un massif au niveau du triangle des Bermudes. Lors de la conférence sur le mystère du triangle des Bermudes, j'ai expliqué aussi la migration de ce centre d'énergie tellurique qui fait que de plus en plus, dans les Bermudes, on n'a plus de catastrophes, mais on va les retrouver de plus en plus vers le nord. Et présentement, ce centre tellurique n'étant plus sous l'eau, étant présentement sur une île, donc il y a moins d'expression tellurique et il y a moins de catastrophes, mais ça va revenir. On pourra encore écrire des livres là-dessus. Bon. Les champs magnétiques qui traversent le Québec, il y en a plusieurs, sauf que la tellurie
de notre planète est une tellurie qui va engendrer différentes choses chez l'humain. Ce qui va faire du Québécois une race à part majoritairement, ça va être simplement que l'énergie tellurique du sol engendre des génétiques biologiques qui vont être capables de recevoir des âmes conventionnelles, mais pourront avoir un contact avec l'esprit plus facilement. Et cette énergie tellurique, elle a la faculté d'attirer massivement l'énergie supramentale qui présentement, disons, la planète Terre ainsi que son Soleil sont en train de pénétrer une partie de notre galaxie, la Voie lactée, où il y a une immense projection d'énergie supramentale. Elle va la pénétrer pendant 13 800 ans, donc elle va la traverser. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or de l'humanité, c'est-à-dire ce millénium. On va donc quitter l'âge de fer, l'âge du mal, le Kali Yuga des hindous. Et présentement, la tellurie du Québec, cette énergie tellurique, elle a la faculté d'être en très grande résonance avec l'énergie supramentale, ce qui fait qu'un peu partout au Québec, ça n'a rien à voir avec les faisceaux directement telluriques de notre planète, mais ça va surtout avoir à faire avec l'énergie d'attraction de notre forme tellurique qui va faire en sorte que les humains ici pourront bénéficier plus rapidement, plus aisément, certains en souffriront plus, c'est normal, de cette intelligence de conscience qui a fait qu'à un moment donné et qui va faire de plus en plus qu'on va inventer de nouvelles structures, de nouvelles formes de pédagogie, des jeux éducatifs d'une ampleur inconnue. Et c'est d'ici que va partir, d'ici quelques années, la connaissance sur la planète. Ce ne sera plus des États-Unis ou de d'autres pays. Il y en aura toujours. Mais les grands renversements vont partir du Québec. Les grands savants étaient américains. Prochainement, les grands savants ou les grands génies ou les grands fous seront québécois. La langue québécoise a-t-elle une connotation génétique privilégiée par rapport à l'homme nouveau? Ouais. Quand je dis que c'est chiant, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Si je dis que c'est agaçant, ça n'a pas la même ampleur. C'est irritant, ça n'a pas la même ampleur. La langue française du Québec est une langue qui peut permettre à l'être humain de faire une chose qui, à un moment donné, va être de plus en plus fréquente, être capable d'exprimer une colère mentale. Il n'y a pas d'autres langues sur la planète qui permettent aisément, présentement, d'exprimer suffisamment d'énergie mentale pour éliminer les manipulations astrales que la langue française du Québec. À un moment donné, je donne un exemple, je dis bien, l'anglais va finir par y parvenir, le français international va finir par y parvenir, l'espagnol va finir par y parvenir. Pour l'instant, c'est le québécois. Le terme donner de la marde est un terme québécois. Lorsque un Français donne de la marde à un Québécois, puis que le Québécois donne de la marde à un Français, il y a des chances que le Québécois rit énormément d'entendre le Français lui parler. Mais le Français risque de rentrer dans ses souliers. On sait très bien que tout à l'heure, je disais que les Québécois sacraient comme plus qu'un chartier. Il y a des mots particulièrement puissants qui font partie de l'impolitesse. C'est normal, ils sont puissants. Hein? Le poli apprend à engueuler sans que ça paraisse. Ben évidemment, ça paraît pas non plus. Bon. Alors, effectivement, le langage du Québec est extrêmement intéressant de ce côté. Et d'une autre façon, il est intéressant parce que présentement, le langage français du Québec est en train de prendre une ampleur magistrale, c'est-à-dire qu'il y a énormément de nouveaux mots tout à fait parfaits au niveau du français international qui sont inventés par des Québécois. Lorsque j'écris des livres, pour donner un exemple bien connu, le mien, je me connais bien, lorsque j'écris des livres, il y a beaucoup de mots en italique parce que l'éditeur y tient, étant donné que ce sont des mots qui n'existent pas dans les dictionnaires, qui sont parfaitement dans les règles de l'étymologie française, mais pour empêcher les puristes de critiquer, on les met en italique. Tout à l'heure, j'ai parlé de cellulariser. C'est génial, c'est évident. Bon, à un moment donné, on a parlé, j'ai sorti un mot comme ça, parce que quand on parle, ça coule, le mot confituraliser. Bon, je voulais dire jamais. Bon. Alors, c'est un mot intéressant. Lorsque je parle de l'être humain qui est terrestrifié, groundé, terrestrifié est le mot tout à fait génial. Et on a le terme planétarisé. À un moment donné, il y en aura suffisamment qu'il y a déjà un éditeur qui pense peut-être qu'on devrait commencer à faire un lexique québécois des mots nouveaux. Et non pas des mots comme bumper. C'est pas un mot nouveau, mais on le prend au Québec. C'est pas ça qu'on veut dire. Des mots français nouveaux. Et évidemment, on va aussi, à un moment donné, en inventer au niveau de l'anglais et de d'autres langues. Mais il y a de plus en plus de mots qui sont parfaits et qui expriment des choses qui sont nouvelles. On doit prendre de nouveaux mots. Parce que les anciens mots ne peuvent pas supporter l'énergie ou la puissance que l'on veut transmettre. Évidemment. S'il y a une guerre nucléaire, comment penses-tu que le Québec pourra survivre avec ces radiations?
Je sais pas s'ils ont compris la question, mais pas moi. Bon. Si les guerres commencent toujours comment? Comme ça. S'il y a une guerre nucléaire, comment penses-tu que le Québec pourra survivre avec toutes ces radiations? Bon. Je réponds brièvement. On va en revenir dans d'autres conférences. Il y a des choses que je préfère attendre avant d'en parler trop. Dans les séminaires, évidemment, on en parle suffisamment. Cette question, elle est d'une envergure scientifique, physique. Parce que si on veut disons, l'envisager du niveau spirituel, on peut facilement dire que les énergies intelligentes vont faire en sorte que l'humain sera sauvé par... Bon. Si on veut l'envisager du niveau social, ben on va dire qu'il y a des zones stratégiques militaires à l'échelle de notre province de Québec, et c'est évident qu'une bombe nucléaire coûtant les yeux de la tête et même un peu plus, ben on les envoie rarement sur les petites villes, les villages ou les champs. On essaie surtout de les faire tomber dans les grands centres, les centres militaires ainsi que les centres sociaux. Le peuple innocent fait partie des cibles majeures au niveau des guerres aujourd'hui, parce que lorsque l'on tue les familles des guerriers, on démoralise les guerriers. Démoralisant les guerriers, normalement, on réussit à battre. Donc, évidemment, il n'y a pas de peuple innocent, il n'y a pas... non, les militaires ne sont pas les cibles en temps de conflit moderne, ce sont évidemment les citoyens qui sont les zones cibles. Premièrement, ils fabriquent des armes, des uniformes, de l'alimentation et ces choses-là. Et évidemment, c'est le soutien moral des militaires. Alors, de toute façon, le Québec, il n'y a pas énormément. Tout est placé vers le sud, près des États-Unis. Dans le nord, il n'y en a pas grand-chose. Nos mines, on pourrait les bombarder, mais ils font faillite tout seuls, alors on n'a pas besoin de leur envoyer des bombes. Bon. Alors, il y a ce genre de choses. Physiquement et atomiquement, plus l'être nouveau entre en résonance avec une vibration nouvelle, avec une énergie plus puissante, parce que son corps peut la supporter, je parle encore une fois de ce que j'appelle l'énergie supramentale. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule De la naissance à la mort, un livre de 500 pages au minimum qui s'adresse aux scientifiques. Et on va donc expliquer scientifiquement ce que j'entends par cette énergie. Présentement, on met ce mot, c'est un peu spirituel ou un peu, disons, abstrait, mais prenons des mots pour l'instant et puis à un moment donné, on en arrivera à les comprendre. L'énergie supramentale, elle a la faculté d'augmenter le taux de vibration des électrons autour d'un noyau. Plus l'électron tourne vite autour des noyaux, plus normalement il a tendance à s'éloigner, donc il a tendance à changer d'orbital. C'est-à-dire qu'il change, il prend de l'expansion. Chez l'homme nouveau, le proton lui-même conserve de l'énergie, et cette énergie conservée aura une tendance à amener l'électron vers le proton, donc l'orbital aura tendance à s'accoler vers le noyau central de nos atomes. Étant donné que l'électron circule de plus en plus rapidement pour contrebalancer, et cet contrebalancement fait partie de l'énergie, disons de l'harmonie énergétique, pour éviter que l'électron ne s'écrase pas sur le proton, ce qui arrive de temps en temps, mais c'est rare, sachez-le. Et lorsque cela se fait, ça crée une matière qui est drôlement plus dense que la matière que nous connaissons. Je dis simplement comme cela que la guerre nucléaire ne peut faire autrement que d'aider l'homme nouveau à entrer en contact avec son esprit en mutant son corps positivement plutôt qu'en le mutant négativement. Plus il y aura d'énergie absorbée par l'homme nouveau, par le corps, plus cela sera intéressant. On sait que la radiation est là une fâcheuse habitude, c'est qu'elle crée des mutations. Elle transforme le code génétique dans la structure de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN, qui va être constitué, disons, de quatre protéines majeures. Et à un moment donné, les structures se défont et ça crée une cellularisation évolutive qui fait que la personne aura des cancers, des tumeurs, pourra procréer des monstres. Chez l'homme nouveau, il aura la faculté énergétique de gérer sa mutation et ses énergies radioactives auront une tendance à aider à la transformation de la mémoire génétique à l'intérieur des nucléoles. Pour l'instant, disons cela. Alors, évidemment, l'homme nouveau ne lancera pas des bombes nucléaires et il n'en a pas besoin pour évoluer. Hein? L'énergie solaire est suffisante, l'énergie tellurique aussi. Sauf qu'à un moment donné, s'il y a des hommes anciens qui s'en occupent, eh bien, la radiation qui servira aura évidemment des effets néfastes et absolument abominables chez plusieurs corps physiques, mais elle pourra quand même être récupérée à profit par des personnes qui auront une évolution énergétique suffisamment avancée. Et les guerres nucléaires, faites-vous-en pas, c'est pas tout de suite. Bon, vous pouvez dormir encore en paix 2-3 jours. Daniel, non plus, mais on en met du temps encore. Daniel, qui sera le guide ou les guides qui conduira la nouvelle race au Québec? L'homme doit être son seul maître. C'est un axiome de l'homme nouveau et il fera tout en sorte pour que lui puisse se mener.
Vous aurez un contact à un moment donné, il y a un ajusteur de pensée qui vous parlera. On a fait une conférence, à un moment donné sur ce phénomène. On va y revenir la semaine prochaine avec le Nazaréen, parce que lorsqu'il parle, enfin, de l'Esprit Saint, là, enfin, il y a une panoplie de choses qu'il parle, qui sont vraies parce que c'est la réalité des choses. C'est pas parce que c'est pas plus vrai aujourd'hui. Tout ce qui est vrai aujourd'hui peut être mieux compris aujourd'hui, mais on va mettre des mots peut-être pour expliquer ces choses-là. Alors, on va en parler la semaine prochaine. Mais l'homme doit être son seul maître. Il n'y aura pas de guide. Croyez-vous que l'homme nouveau continuera à polluer son corps et l'air qui respire ses frères et sœurs pour l'usage de fumée intoxicante, telle la cigarette, comme déjà trop de personnes le font ici ce soir? Non, c'est correct, pense pour ça. Bon, remarquez bien que ici, c'est sans doute l'un des endroits où il y a du public, c'est-à-dire on va dans un cinéma. Ici, c'est un peu comme un cinéma, c'est-à-dire qu'on vient s'instruire. Là-bas, ils vont se distraire. Quand on n'aime pas ça, on ne retourne pas. Ben, quand on n'aime pas ça, on vient plus. Mais il y a quand même, la majorité des individus ne fument pas. Si on regarde en proportion, c'est déjà assez génial. On ne l'interdit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à l'interdire. C'est sûr que d'ici 2 mois, on déménage dans d'autres locaux qui sont juste sur le bord de la rue. Donc, au 210 Crémazie. Allez-y pas la semaine prochaine, c'est dans 2 mois. On va vous avertir. Et il y aura une section fumeur. Bon. Ça sera peut-être aussi la première place où il n'y aura pas de section non-fumeur. Bon, il y aura une section fumeur. Maintenant, la cigarette, ça ne pollue pas. C'est pas la cigarette qui dérange le plus. C'est sûr que la cigarette, ça pollue l'ego des non-fumeurs. Je comprends. Moi non plus, j'aime pas ça qu'on fume. J'ai souvent failli inventer des bombes puantes que je cachais sur moi. Puis quand je prenais l'ascenseur et quelqu'un rentrait avec sa cigarette, ben moi, je la pétais. Là, il m'aurait dit, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai besoin pour vivre. Oh. L'autre, il n'aurait pas compris, mais ça aurait été le même phénomène. Le problème, c'est qu'il faut comprendre que les fumeurs ont raison de fumer. C'est ça qu'il faut comprendre. Les fumeurs, souvent, certains orgueilleux vont dire qu'ils fument parce qu'ils aiment ça, puis ils arrêteraient bien s'ils voudraient. Oui, d'accord, mais ils peuvent pas. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de fumer terrestrifie souvent les individus. L'alcool peut le faire, mais c'est préférable de fumer que de boire. C'est sûr que c'est achalant pour les autres, mais ça les initie un peu en même temps à devenir leur seul maître. Merde, c'est pas à cause qu'il y a de la boucane dans l'air qu'il faut que toute ta psychologie soit carrément charriée. Es-tu capable de rester ce que t'es, malgré ce qui peut arriver? Si t'es pas capable, bénis ce qui arrive, parce que ça te permet au moins de travailler sur toi. Bon. Le fumeur, il est pogné. Ils le savent. Alors, faut comprendre qu'un être humain a besoin de certaines choses. À un moment donné, tu montes, t'as la tête dans les nuages, tu vois des choses, tu prends une cigarette, tu redescends. La cigarette, elle est souvent intelligente. Pas été inventée pour rien. C'est bien évident que, hélas, on pourrait dire, oui, mais on pourrait prendre d'autres moyens, c'est ça le problème. Il y en a un pour qui la douche froide, ça marche. L'autre, un salon de chocolat de peanut, ça marche. L'autre, c'est une banane. L'autre, une cigarette. Bon. Alors, faut comprendre ce genre de choses. C'est un centre qui est spécialisé dans l'amélioration de la condition humaine. Les fumeurs sont les bienvenus. Les non-fumeurs sont les bienvenus. L'homme nouveau ne fumera plus, mais la personne transitive, elle a encore besoin de se terrestrifier pour ne pas se suicider, pour ne pas lâcher sa job, pour ne pas virer fou, pour ne pas capoter. On a des beaux termes au Québec. Alors, faut comprendre les fumeurs, faut comprendre l'intelligence des fumeurs. Il y en a qui fument pas. Ils vont dire, moi, je suis correct au moins. Oui, mais ils polluent que le roto. Ou ils se masturbent tous les semaines. Bon, ils ont des manières de se terrestrifier. Oui, mais ça dérange pas les autres. Pas comme ça. Énergétiquement, on pourrait en parler. Cosmiquement, on pourrait en reparler. Et etc. Bon, alors, faut faire attention avec le phénomène des fumeurs. C'est évident que non fumer est meilleur pour le corps physique. Maintenant, ceux qui ont un corps leur permettant de supporter leur psychologie, c'est intéressant. Ceux qui ont un autre corps leur permettant d'aller chercher peut-être plus d'intelligence, puis ils ne sont pas prêts à la supporter, vont fumer. Il y a des non-fumeurs qui vont être capables d'aller chercher beaucoup. Il y a des fumeurs qui ne peuvent y aller que s'ils fument. Alors, faut comprendre ce genre de choses. Il y en a qui vont au vu pour se placer. Il y en a qui fument, il y en a, etc. Alors, il y a un Amérindien, un jour que j'ai rencontré, qui m'a dit, tu ne dois pas parler ou dire de mal sur ton voisin tant que tu n'as pas fait 10 000 dans ses mocassins. Alors, c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Je n'ai pas bien saisi votre énoncé sur les cantons de l'Est. Est-ce qu'on y demeure ou si on se sent bien? Si on se sent bien.
Bon, j'ai simplement dit que les cantons de l'Est avaient une énergie tellurique traditionnelle, une énergie tellurique qui va évidemment plaire à l'homme ancien et qui lentement va changer en énergie pour attirer la majorité des personnes qui n'ont pas d'affaires dans une énergie tellurique plus puissante pour la simple raison qu'ils risqueraient, de toute façon, les humains qui vont être là auront une agression au niveau vital, une agression au niveau endocrinienne, une agression au niveau neuronique, ce qui va faire qu'ils vont simplement sortir sur le perron dans le nord et ils vont dire « Bon, on dit, je suis allé de rester ici. » Bon. Alors, eux autres vont donc descendre vers le sud. Et les cantons de l'Est vont les recevoir à bras ouverts. Alors, est-ce qu'on y demeure? Vous faites ce que vous voulez. Et tant que vous vous sentez bien là, vous restez là. Je ne parle pas de votre maison. Je parle de la région. C'est-à-dire, comment savoir si telluriquement on est à sa place? On sort pas dans le village pour aller chez le pharmacien et voir s'il nous fait un prix. On s'en va dans un champ. Et surtout, si possible, on va dans une forêt. Et puis là, on regarde. On regarde pas les maringouins, là. On regarde comment on se sent. On marche du pied ou on se couche ou on reste là un petit bout de temps, puis on regarde comment on se sent. Faut comparer les deux plans. Puis là, on aura une idée de ce que c'est que l'énergie et si ça va à nous ou non. Quelqu'un va dire, moi, je me sens bien d'un bord puis de l'autre. Impeccable. Pour l'instant, t'attends. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va te dire, ben, mon vieux, reste ici. Ou ma vieille, déménage. Puis ce sera pas à cause que spirituellement, tiens, j'ai entendu dire que les extraterrestres vont arriver dans le Nord. Il faut que j'aille dans le Nord. Hey, une soucoupe, quand ça atterrit, ça écrase du monde. Fait que garochez-vous pas trop vite. Attendez qu'elle soit atterrie avant d'y aller. OK? Allez-y pas parce qu'on dit qu'elle va venir. C'est dangereux. Attendez qu'elle soit là. Après ça, vous y irez. Vous risquez pas de vous faire écraser. Bon, c'est moins dangereux. Alors, on attend simplement, puis à un moment donné, on fait ce qu'on a à faire. On faut simplement écouter son instinct. Celui qui est dans la ville de Montréal, qui dit, oui, mais moi, je me sens bien ici. C'est sûr que tu connais rien d'autre. Va dans une forêt, va goûter les choses, va goûter la nature pure. Ben, j'ai été au jardin botanique, puis c'est pas ça que je veux dire. Bon. Pensez-vous donner une conférence Comment reconnaître un enfant nouveau? Oui, je vais à un moment donné donner une 4e conférence sur le sujet. En attendant, il y a 2 ou 3 conférences qui sont déjà sur cassette, savoir reconnaître un enfant nouveau. Je ne me répète pas tout ce qu'il faut dans les conférences, qui fait que vous pouvez, disons, les écouter. On va évidemment reparler de l'enfant nouveau. Dimanche, le 12 avril, donc dimanche pas qui vient, mais le prochain, je fais une conférence sur savoir éduquer un enfant nouveau. Et il y a des conférences que j'ai faites, l'homme nouveau face à l'enfant nouveau, la femme nouvelle face à l'enfant nouveau, psychologie de l'enfant nouveau. Enfin, il y a plusieurs conférences, on peut se référer à la liste de cassettes. Et c'est évident qu'on va revenir. De plus en plus, on fait un travail avec le milieu éducatif et le milieu parental, donc évidemment, on va y revenir. Mais en attendant, il y a évidemment les conférences sur cassette. Quand vous parlez du Nord relativement à Montréal, où le faites-vous géographiquement commencer? J'ai une deuxième question. On peut parler de la latitude de la ville de Québec comme étant le foyer le plus dense au nord de cela. Et on peut parler, disons, d'au nord de Saint-Jérôme, si on veut parler d'une latitude qui commence à être intéressante énergétiquement. Maintenant, ça dépend. Si on va vers l'ouest, on peut parler au nord de Montebello. Alors donc, il faut simplement faut faire attention lorsqu'on dessine ce genre de phénomène parce qu'il dépend surtout de la tellurie des choses. Donc, disons, encore une fois, que plus on va commencer, vous avez qu'à prendre votre auto. L'été s'en vient, c'est impeccable, puis on commence à se promener puis aller voir les parcs nationaux. On commence à découvrir ces parcs, on commence à découvrir différentes choses, et puis vous allez finir par comprendre ce que je veux dire. Il faut pas me croire, on déménage pas demain matin, on commence par se promener. Alors, allez vérifier ces choses-là par vous-même, puis vous allez avoir réellement une idée de ce que ça donne. Chose certaine, c'est au-delà des champs. Faisant allusion à un défunt, vous avez volontairement omis de prononcer le mot âme dans l'expression que Dieu est son âme. Puis-je en déduire que vous niez toute dimension spirituelle à la partie de notre être qui est immortel, ou si vous niez tout concept d'immortalité, tout simplement, un point c'est tout. En faisant allusion à un défunt, vous avez volontairement, etc., etc. Alors, je n'ai pas volontairement. Donc, ce qui fait que la question ici, elle est réellement stéréotypée, préjugée. Je n'ai pas volontairement, je ne savais pas. Parce que Dieu ait son âme, je trouve ça con. Je venais pour le dire, je trouve ça imbécile. Comment Dieu peut-il posséder une âme? On dit que l'âme lui appartient déjà. Alors que Dieu ait son âme, c'est quoi ce vote-là? C'est simplement pour ça, je viens pour le dire. Ça ne doit pas être comme ça qu'on le dit, ça n'a pas d'allure.
Alors, c'est pas le mot âme qui me faisait vibrer. C'est évident que l'être humain a une âme. Et j'en ai même parlé tout au long de la première partie, que lorsque le corps arrivait, l'âme se réincarnait là-dedans, ça allait, l'esprit. Alors donc, si on comprend que je refuse l'âme, c'est qu'on vraiment, on reste bloqué sur certaines choses. Que Dieu ait son âme, ben, observez l'idée, vous allez vous rendre compte que c'est con. Selon ce qu'on a appris au niveau de Dieu et de l'âme. Hein? Bon, le diable aurait l'âme, ben, quand on est vivant, c'est qui l'a l'âme? C'est nous autres. Ben, si nous autres, on a l'âme, c'est que nous autres, on n'est pas l'âme. Hein? C'est pas? Bon. Si nous autres, on est l'âme, ben, qui c'est qui l'a de bord? Bon, réfléchissez, tant que vous voulez. L'âme, c'est un phénomène qui est existentiel. C'est un phénomène qui ne meurt pas pour la simple raison que c'est la seule chose qui peut pénétrer le monde de la mort. L'esprit ne pénètre pas le monde de la mort. L'âme est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas. Par contre, l'âme n'est pas éternelle. Et le plus gros problème chez l'homme au niveau de son évolution, c'est son âme. On parle des grands maîtres qui sont passés dans l'Antiquité, et souvent, je me fais dire par des individus qui souffrent, à quoi ça l'a servi qui disent ça, aimez-vous les uns les autres, ça n'a rien changé depuis 2000 ans. À quoi ça l'a servi que Bouddha passe, ça n'a rien changé. Et moi, je lui réponds non, parce que l'âme n'évolue pas, et étant donné que c'est toujours copié par l'âme, ben évidemment, ça change rien. Qu'est-ce qui évolue? C'est l'homme réel, c'est-à-dire le corps physique, le corps vital, le corps astral ou l'âme, le corps mental, qui permet à un moment donné à de l'intelligence, l'esprit, de pouvoir communiquer par ces choses-là. Lorsque l'être humain a accepté, vous en rappelez pas parce que, bon, il y a bien des choses qui ont été oubliées depuis le temps, de venir sur un contexte extrêmement dense où on aurait une évolution terrienne, humaine, lorsqu'à un moment donné, vous avez accepté d'être tout à fait terrestrifié, planétarisé, vous avez carrément oublié ce que vous étiez, et pour que l'être humain puisse cheminer vers une ascension, il se devait d'avoir une copie tout à fait difforme de ce que c'était la réalité. Et ça a été placé dans des archétypes qui lentement ont induit une évolution mémorielle chez l'homme, l'âme, et l'âme va lentement évoluer, continuer à se conceptualiser des phénomènes où elle va essayer de recréer dans le contexte du... puisse crisser son camp de là. Il n'a pas dit ça dans ces mots-là. Bon. Crisser, c'est un mot génial. L'énergie supramentale, dans l'Antiquité, porte le terme d'énergie christique. Lorsque je dis crisser, je ne sacre pas. Cela veut dire être énergisé par l'énergie christique. Et quand tu es énergisé par l'énergie christique, tu traverses le monde de la mort. C'est pas. Bon, les morts ne vont pas là. Alors, lorsque le Nazaréen parle, il ouvre les portes du ciel, oui, pas pour que les humains y pénètrent. Ça, c'est ce que l'homme a dit, c'est pour que les humains en sortent. L'âme est un phénomène hautement intéressant, qui mémorise, qui s'identifie à un moment donné à des choses. Et la majorité des âmes, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Premièrement, elle évolue pour fuir la souffrance et fuir la peur, ce qui n'est pas intelligent. L'âme veut rencontrer Dieu. Et l'âme veut devenir Dieu. Et lorsque je dis que lorsque l'âme sera Dieu, l'âme ne sera plus, ben les humains me disent, ben oui alors, moi je veux rester un âme puis être Dieu. Ben si tu veux rester un âme puis être Dieu, il faudra que Dieu soit plus Dieu. Ou que les autres âmes n'existent plus. Si vous voulez rester un âme et être Dieu, cela veut dire que ça ne se peut pas. Vous êtes vous parce que vous n'êtes pas le reste. Si vous êtes le reste, ben vous n'êtes plus vous. Il faut le comprendre. L'âme est un phénomène qui était descendant, comme l'esprit, comme le corps de l'homme, etc. La matière, la vibration a été, à un moment donné, matérialisée par une densité, le temps. Elle a été révélée lorsqu'elle a été capable de supporter l'énergie vitale. La même chose, on peut appeler ça encore du vin si on veut. Lorsqu'à un moment donné, une autre énergie qui devait devenir vitale a commencé à vouloir s'identifier, ça l'a créé l'âme chez l'homme. Et présentement, l'esprit ne peut pas venir dans l'homme parce qu'il y a quelque chose qui se prend pour l'esprit, et c'est l'âme. Alors l'âme, c'est extrêmement génial parce que l'âme, ça permet le désir. Désir d'évolution, désir de création, désir de jouir de la vie, désir de ne pas mourir, désir, etc. Alors le désir engendre évidemment une recherche dans le monde de la matière. On mémorise les choses pour sécuriser notre âme. Je connais pas cette place-là, moi j'ai peur. Oh, moi je connais ça, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, en ayant des désirs, on se casse la gueule continuellement dans la vie. On a des illusions et des désillusions, et cela engendre une énergie nouvelle, celle du mental, qui doit légiférer les désirs de façon à donner à l'âme, à l'ego, satisfaction. Vous avez peur, c'est dans votre âme. Votre mental, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les armes. Ayant des armes, on se sent sécure, puissant. Et là, on est correct. Le mental, vibrant de plus en plus en vibration, est la seule partie qui peut entrer en contact avec le plan supramental, l'esprit, d'où l'intelligence de l'âme. Lorsque le mental arrive à être suffisamment vibratoire, il se déconnecte de l'assujettissement de l'ego. Alors, lorsque l'ego dit « j'ai peur, il y a un revolver, prends-le », le mental va dire « tabarnouche, t'as pas besoin, il n'y a rien à avoir peur ». L'ego aura peur, le mental ira pareil, c'est la personne transitive qui va souffrir énormément.
Lorsqu'à un moment donné, l'esprit touche le mental, la coloration crée l'ajusteur de pensée qui va maintenant ajuster la pensée de l'âme. On va appeler ça un guide, on va appeler ça l'Esprit Saint, la colombe ou le feu du Nazaréen, parce qu'à l'époque, on prend les termes quand même adaptés. Et l'âme finit par se dire, « Oui, mais j'ai pas appris à parler ces langues-là, moi. » Ben non, pauvre cave, t'es un âme. Sauf que quand ce sera le temps que tu parleras, puis on va te comprendre. Savoir instantané, c'est ça. À l'époque, les apôtres n'ont pas compris ces choses-là. Ils l'ont exprimé parce qu'ils étaient toujours assujettis à la vibration du Nazaréen, à la vibration christique. Alors l'âme, c'est un phénomène qui est là. L'âme, on peut le transformer, on y montre des choses, on peut le programmer. Mais l'évolution réelle ne se fait pas par le biais de l'âme. L'âme n'a pas changé depuis des milliers d'années. Et l'être humain pense toujours, oui, l'âme veut être immortelle, ça va de soi. L'âme veut être sauvée, ça va de soi. Pour continuer à penser qu'elle peut évoluer. Sauf que l'esprit est déjà là, la perfection, elle est déjà là. On n'a pas besoin de transformer une chose. Sauf que cette âme qui maintenant, qui va être la structure, l'échafaud permettant la construction d'un corps mental, lorsque le mental entre en contact avec l'esprit, ben l'âme se dit, ouais, moi avec, je veux écouter, là. Qu'est-ce qui arrive quand un gars ou une fille rentre en contact avec ce qu'elle appelle Dieu? Hein? Au niveau théologique. Elle a une illumination. Paf! Elle ne savait rien, elle broyait, l'âme était écrasée, il n'y avait plus rien, tout démoli. Puis à un moment donné, par la souffrance, l'âme s'était fait complètement. On se ramasse avec un mort vivant. Puis soudainement, vu qu'il y avait un mental de créer puis qu'il n'y a plus d'âme pour nuire, paf, ça rentre. Du moment que ça rentre, l'âme se réveille, regonfle, tout barbouillé d'enthousiasme, entre en contact avec Dieu. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça coupe. Puis après ça, le gars, la fille passe, puis là, le message à compter, elle n'a plus de contact. Elle va s'en créer des contacts avec le monde de la mort, avec les mémoires des autres contactés. Mais à un moment donné, elle a eu quelque chose. Elle l'a eu. Elle était tellement contente au niveau de l'âme que ça a coupé. Pourquoi qu'on mortifie les chairs dans toutes les théologies? Pour arriver à un contact avec de quoi? Même les Amérindiens, ils transpiraient comme des puants. Après ça, là, jeûnait. Quand ils sont tous tout croches, là, il y avait un contact avec quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque l'ego a compris, disons que lorsque le mental est suffisamment là pour te dire que quand tu souilleras très mal, tu as des chances que tout aille bien. Ben lorsque l'âme s'écrase, lorsque la mémoire s'en va, on appelle ça de l'anégoïsation. Dans l'Antiquité, on appelait ça de l'humilisation, être humble. Anégoïsation, c'est le terme plus exact. Alors lorsque ça vient tout petit, qui n'a presque plus, ben il reste le mental, il reste le corps de l'homme qui est le véhicule d'expression, ben là il reste que ça s'exprime. Même que ça marche. Quand tout va bien, on a de l'embonpoint, tout marche, contact n'est pas fort. En pleine guerre, il y en a eu un mousse paquet d'illuminés. Eh ben c'est ça. Pouvez-vous nous glisser un mot sur la race des élus? Le premier mot que je peux vous glisser, c'est qu'il y a une cassette que j'ai faite qui porte le nom La race des élus. Bon. C'est pas pour vendre en passant. Sauf que si on veut être intéressé, des fois on dit oui, mais c'est parce que je posais une question, mais il répond du vite. C'est important pour vous la question. Bon, ben si j'ai fait une conférence, je préfère vous le dire. Je ne vous vends pas parce que vous n'avez qu'à pas acheter si vous voulez pas acheter. Bon. La race des élus. Je répète, il n'y a pas d'élection. La majorité de ceux qui vivent du snobisme de l'évolution, qu'ils se disent hommes nouveaux, ou vichous, ou ce que vous voudrez, font partie de ceux qui vont passer après. Si on veut parler de la race des élus de la façon apocalyptique, c'est-à-dire lorsque l'on parle des 144 853 élus, qu'est-ce que l'on veut dire? Il faut faire référence évidemment à des conférences que j'ai données sur la réincarnation pluralitaire. L'être humain, il y a des faisceaux d'énergie qui pénètrent le contexte de notre planète. Il y a eu 13 faisceaux, il en reste 12 majeurs. Le Nazaréen a ramené toutes les personnalités vivantes biologiques dans son faisceau et il est parti faire autre chose à l'échelle de notre galaxie. Présentement, il y a des faisceaux. Ces faisceaux ne peuvent pas être supportés par le contexte de la planète. Ils sont donc pluralisés et chacun d'entre vous, vous avez une partie de ce faisceau. Et c'est pourquoi plus souvent l'humain va parler de frères et de sœurs en esprit. Sauf qu'il y a 12 esprits présentement à l'échelle de notre planète et il y a évidemment donc 12 phénomènes théologiques majeurs. Les 12 apôtres, de toute façon, étaient des personnes qui avaient cette coloration des 12 parcelles du même esprit, mais à l'échelle de la planète, c'est divisé. Lorsqu'à un moment donné, les humains meurent, ils vont dans le monde de la mort. Selon leur degré d'expérience, ils se fusionnent ensemble et renaissent dans un corps. Donc, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures, pour la simple raison qu'on est plusieurs individus dans un. Mais on ne s'en rend pas compte et on n'en souffre pas. À l'adolescence, on fusionne ce phénomène. Ceux que ça perturbe, je vous conseille fortement de faire référence à 2 conférences, la réincarnation et la vérité sur la réincarnation, quelque chose dans le genre. C'est très bien et très correct. Donc, si on comprend mal, on peut avoir un petit peu peur, parce qu'égoïquement, on veut rester nous-mêmes.
À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'à l'échelle de la planète, le vécu social des 4 milliards 900 millions d'individus va faire en sorte qu'il y en a qui vont mourir. Des mêmes expériences. Sécheresse, guerre civile depuis 30 ou 40 ans, les mêmes expériences. Dans le monde de la mort, leurs âmes, leurs égos sont fusionnés parce qu'ils ont la même vibration, la même expérience. Ne vous a-t-on pas dit que dans le ciel, vous retrouveriez les personnes que vous avez aimées et que vous ne les quitteriez plus jamais? C'est ce que ça veut dire. Très bien dit. Il y a fusion dans le monde de la mort. Lorsque l'humanité va avoir suffisamment fusionné au niveau du monde de la mort, ses corporalités, lorsqu'il y aura suffisamment de corps sur la planète, de corps solides, toute l'humanité va finir par être réincarnée dans 144 853 élus. Donc, il n'y a pas, moi je suis un élu, pas toi. Toute l'humanité fait partie des élus. Mais on aura besoin de moins de corps, parce que les corps seront plus puissants pour supporter les choses. C'est ce que ça veut dire, les élus. Considérez-vous donc que les Québécois sont une race d'élus? Tous les Québécois qu'ils sont, oui. Les autres, non. Est-ce que chaque Québécois ou Québécoise, ou Québécois avec K, est appelé à devenir un homme nouveau et pourquoi? Chaque humain sur la planète est appelé à être ce qu'il devra être. Pourquoi? Parce que c'est intelligent qu'il en soit ainsi. Parce qu'il y a une grande mécanique qui peut porter le nom de karma, qui peut porter le nom de ce que l'on voudra, qui présentement fait que l'interaction relationnelle, donc de relation entre chacun des individus dans cet écosystème planétaire, fait que chaque humain, chaque parcelle d'humain a un rôle à jouer. Québécois, l'homme nouveau, chaque humain, on parle d'élus. Présentement, dans la majorité des élus, il n'y a pas eu encore de prépondérance sur un humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus encore qui sont prédéterminés à l'être. Maintenant, il y a des possibilités, il y a des potentiels dans l'avenir. L'avenir est toujours en changement. Il n'y a pas d'avenir comme il n'y a pas de passé, comme le disait Albert, comme il n'y a pas de présent. Bon, une chose intéressante, amusante, on va à un moment donné revenir. Alors, est-ce que chaque Québécois va devenir un homme nouveau? Ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif à se fixer. On doit observer les choses et comprendre les choses. Chose certaine, c'est que si vous êtes capable de vous observer et de dire si je suis une personne ancienne, mais c'est pas grave. Si vous pouvez dire ça, c'est que vous êtes une personne nouvelle. Alors, il faut faire extrêmement attention souvent au jeu que l'âme, que l'ego, que les phénomènes spirituels vont vous amener. Alors moi, je suis un homme nouveau, c'est évident à cause que fais attention. Tu es récupéré par les forces d'involution, par le plan astral, c'est-à-dire que tu es encore à une étape où tu te prends au sérieux. Alors donc, on ne pourra pas dire, oui, mais lui, c'est un être nouveau, lui, c'est ceci. Non, il y a un potentiel nouveau. Maintenant, le milieu va le démolir comment, on le sait pas. Est-ce que, parce que je suis noir, je ne suis pas un homme nouveau? Ah, rien à voir, ce n'est pas question de race cutanée. La personne transitive, elle a des caractéristiques de l'homme nouveau, des caractéristiques de l'homme ancien, puis elle chemine entre les deux avec des rechutes, avec des montées, etc. C'est la personne transitive. Ce que la majorité des humains sont lorsqu'ils ont une conscience réelle de ce que c'est que la planète Terre. Alors, il faut faire attention avec ce phénomène. Est-ce que chacun vont devenir, est-ce que je peux aller me coucher sur mes deux oreilles, me devenir un homme nouveau pareil? Non. Les choses vont se passer comme l'homme ne s'en attend pas. Pourquoi? Parce que l'instantanéité, il n'y a que l'homme nouveau qui saura en temps et lieu ce qui va se passer, parce que les choses vont arriver instantanément et lui pourra être en relation. Tous ceux qui ont une mémoire, la mémoire fait partie du phénomène de l'âme, tous ceux qui ont cette mémoire vont engendrer, projeter des avenirs possibles, et l'âme ne peut pas savoir l'intelligence, donc l'âme ne peut connaître que le passé, ce qui fait qu'effectivement, ce qui va arriver n'arrivera pas comme l'humain s'attend à ce que ça l'arrive. Lorsque l'on parle de l'homme nouveau, on ne parle pas de l'humain dans le terme humain normal, hein? Faut bien être humain, faut bien faire des erreurs, faut bien avoir des défauts. Dans ce terme-là, on peut parler de surhumain. Lui va savoir. Comment puis-je savoir si mon choix de venir habiter au Québec fut le bon? L'avenir. Est-ce qu'un mouvement purement philosophique naîtra au Québec et sera l'expression à un nouveau intellectuel de la conscience nouvelle? Il y a des questions, comme la question qui est ici, qui est correcte, mais auxquelles je ne réponds pas pour la simple raison que je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou et je ne suis pas un guide. Bon, alors je suis un conférencier, je suis un orateur, je suis un humain, et c'est intéressant de jaser. De choses qui ne vous omnibulera pas à un moment donné à devoir être asservi par des conseils.
c'est souffrant, mais vous allez un jour, si vous voulez savoir ce qui se passe, vous allez à un moment donné être capable d'arriver à pouvoir vous répondre vous-même. Et de quelle façon? Ben, si on ne vous répond pas. Et ça va de soi. Est-ce qu'un mouvement purement philosophique naîtra au Québec et sera l'expression? Une chose importante, c'est qu'il y a une religion mentale un jour qui va naître du Québec. Ce n'est pas moi qui va l'engendrer, mais c'est une chose qui est mathématiquement exacte. Ça, on n'a pas le choix, on ne l'évitera pas. Les mouvements philosophiques, il y en aura plusieurs qui vont lentement s'étendre à l'échelle de la planète, et il y en aura évidemment des plagiats, des placebos qui vont naître un peu ailleurs sur la planète. Comment expliquer qu'une personne se sent québécoise et qu'elle n'ait pas le goût de voyager, tandis qu'une se sent internationale et ne se soit jamais rassasiée de voyager? À un moment donné, je me promène en Amazonie et je rencontre des personnes qui sont noires, c'est-à-dire qui ont une caractéristique typiquement, disons, maya, et brun foncé, descendant de la race noire lémurienne. Et à un moment donné, ben alors, ils ont leurs enfants, puis il y a une mère qui en allait une, qui est blanche, les yeux bleus, cheveux blonds, non frisés. Les caractères génétiques récessifs peuvent être perdus dans les sangs pendant longtemps et à un moment donné, elles remontent à la surface. Et si les deux génétiques des parents peuvent former un caractère dominant, on aura automatiquement un enfant qui est typiquement un mélange de la race atlantéenne ou la race aryenne lorsqu'il y a eu des mélanges à l'époque. Frustrant pour les parents, évidemment. Très intéressant pour la blanche, parce que même si elle est du peuple extrêmement bas, dans ces pays, si t'es blanc, c'est gage de bonheur. Bon. Parce que c'est là que tu as les postes. T'as beau être intelligent, si t'es pas blanc, tu passes pas. C'est con, mais c'est comme ça. Au niveau de ces Québécois, ben, au niveau de la génétique, au niveau aussi du phénomène réincarnationnel, au niveau des âmes, et ça, on va revenir dans les conférences ultérieures, on en a déjà parlé, de quelle façon cela a été géré au niveau du monde de la mort pour engendrer des incarnations, des naissances ou des réincarnations, faites ça comme vous voulez. Il va y arriver à un moment donné qu'il y a certaines constitutions génétiques qui vivent d'une tellurrie d'un autre pays, et la réincarnation génétique de ce phénomène est assoiffée de cette énergie. Alors, la personne est là, le goût de voyager, là, ou là, ou là. Alors, elle voyage et à un moment donné, elle se rassasie de certaines places. Si elle ne s'en rassasie pas, ce n'est pas un phénomène, disons, biologico-génétique, ce sera plutôt un phénomène amique. C'est-à-dire que ce qui va avoir constitué chez elle la personnalité réincarnative, je te donne l'exemple le plus frappant, c'est que lorsque on a un jeune qu'on pense être la réincarnation de Mozart parce qu'il est génial et il joue déjà du Mozart à 3 ans, on peut se rendre compte qu'au Japon, il y en a un, qu'en Allemagne, il y en a un, qu'il y en a plusieurs. Oui, Mozart s'est réincarné dans un paquet de monde, mélangé avec un paquet d'autres. Alors, lorsque la personne y va et qu'en fin de compte, elle y retourne, cela peut être d'une question d'âme, c'est-à-dire qu'en y allant, elle auto-énergise la mémoire de la personne qui a vécu là, et elle finit par se plaire là, donc elle peut ne pas être rassasiée de voyager dans les mêmes régions. Si c'est dans des régions nouvelles à chaque fois, c'est surtout question d'apparition de caractères génétiques récessifs qui, à un moment donné, énergétiquement, la tripote, et elle devra rassasier ces choses-là, donc, on pourrait dire, plaire à ses ancêtres, en allant visiter ces terres, pour pouvoir revenir après ça, s'installer ici en paix. Alors, donc, il y a 2 phénomènes. Évidemment, il reste le 3e phénomène, le marketing. On vous fait croire qu'il faut voyager. Ça forme la jeunesse. Bon. Ça forme aussi les budgets. Bon. Pourquoi est-ce que les gens des autres pays ont-ils de la sympathie pour les Québécois? De qui ont-ils pris l'information que les Québécois sont spéciaux? Il y a de cela, belle lurette, ou belle heurette. Lorsque l'être humain est arrivé sur le plan planétaire, la grande partie de sa vibration s'est aplatie sur le contexte de notre globe. Elle était trop vibratoire pour approcher d'une densité en évolution, une planète en train de se refroidir. Ça a créé des archétypes. Le Québec est en train de néotyper ces archétypes, donc il est en train de mettre de nouvelles formes à l'intérieur. Et ce qui se passe au Québec vibratoirement, au niveau de l'esprit qui s'exprime dans certains Québécois, le même esprit s'exprime dans d'autres individus sur la planète. Et de ce fait, vibratoirement, ces personnes savent que les Québécois, même si ce n'est pas ce Québécois ou cette Québécoise, c'est que la vibration transportée par cette biologie, par cette psychologie, par cette âme ou par ce qui s'exprime par ce Québécois, est quelque chose qui fait vibrer une corde chez eux. Alors, nécessairement, ils ont une sympathie vibratoire, même s'ils ne les connaissent pas. Je suis en agriculture biologique. J'importe des semences de meilleurs cultivars européens, sud-américains, asiatiques, etc.
Vont-ils conserver leur énergie tellurique d'origine ou additionner celle du Québec à la leur? Est-ce bénéfique pour notre santé? J'ai une autre question. Bon, le fait d'importer, évidemment, on importe de la tellerie des autres pays. Le fait de les planter dans les sols québécois mélange, évidemment, les énergies telluriques. Et après 2 ou 3 générations, si on a l'intelligence ou la technologie ou la finance à un moment donné, pour pouvoir arriver à ramasser les semis de ces plants et de les améliorer maintenant à l'échelle du Québec. Donc, après 2-3 générations des mêmes semis, ben, c'est évident qu'on a des plants absolument extraordinaires. Et c'est extrêmement intelligent de prendre des semences de partout sur la planète, là où ils sont les meilleurs. Comme c'est intelligent d'accepter les immigrants ici. Pour la même raison. Le climat va-t-il se réchauffer? Le tiers du Québec, c'est la toundra, c'est-à-dire parce que si on doit recevoir des millions d'immigrants, il va falloir... bouger dans le nord. C'est ça. Ça va être beau. En tout cas, plus il y aura de monde dans le nord, plus il va faire chaud. L'axe de la Terre qui est de 23,5 normalement par rapport à la lumière du soleil change de quelques degrés régulièrement, c'est-à-dire que le Québec descend vers le sud. Il va remonter vers le nord à un moment donné. Il va redescendre aussi par la suite. Bon, les prophéties parlent que le Québec sera à l'équateur. On peut s'amuser comme qu'on voudra. Il y a déjà eu un désaxement complet de notre planète. Le désert de Gobi a déjà été un pôle nord. Les terres de feu ont déjà été un pôle sud. Et l'axe passait encore à 20, disons, on passait 23,5 degrés pour le même phénomène que présentement, ce qui permet une rotation qui n'est pas trop perturbatrice. Intéressant. Le Québec, est-ce qu'il va se réchauffer? Qu'est-ce qui est important? Que le Québec se réchauffe ou que l'homme n'ait plus froid? On fonctionne toujours à partir d'une idée médiocre de l'humain. Toujours à partir d'une idée médiocre de l'homme. Toujours. L'homme va changer. Le reste, ça n'a aucune importance. Est-on davantage influencé telluriquement parlant quand on vit dans une altitude élevée que la mer par rapport à la mer de 500, de 800 ou de 1500 pieds d'altitude, comme en Gaspésie ou en Bas-Saint-Laurent, par exemple? Je pourrais vous dire que c'est pour ça que le centre est au 11e étage. Plus on est haut. Mais le prochain est au premier. Pas d'ascenseur, pas rien. Plus l'homme sera... Il faut comprendre qu'il y a des périodes telluriques et il y a des migrations telluriques. L'homme nouveau sera placé à 20 000 pieds sous la mer, à 30 000 pieds dans les airs, et ça ne fera pas de différence parce que non seulement il ne sera plus assujetti à réfléchir les énergies, mais il en rayonnera. Donc, il sera lui-même son seul maître de ce point de vue-là aussi. La montagne, c'est intéressant. Une montagne de sable, c'est mieux. Une montagne où il y a du sable, c'est parfait. Près d'un point d'eau, c'est génial. Alors, évidemment, faut pas tout se gorocher partout où il y a de l'eau et des montagnes. L'eau accumule et densifie énormément d'énergie, yin, l'énergie tellurique. La montagne permet une radiation de cette énergie tellurique dans l'air ambiant, par les vents. Ça crée une espèce de radiateur. Au-delà des champs, tout à l'heure, j'ai dit. Et le Québec est l'un des endroits au monde où il y a plus de lacs dans un territoire montagneux. C'est logique. Comment l'être humain peut arrêter l'expansion de l'univers quand on sait que la Terre est un grain de sable dans cet univers? Y a-t-il d'autres planètes dans d'autres galaxies qui ont des êtres humains qui ont la même fonction que les nôtres? La planète Terre n'est pas un grain de sable. C'est un peu plus petit. Ce n'est pas la grandeur de notre planète qui va faire la puissance de l'homme. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, on fonctionne avec l'idée médiocre de l'homme. On pense encore collectivement. Si on est 20 trillions d'humains, on a des chances de faire quelque chose. Si on est 4 milliards 900 millions d'humains, on ne sait plus. Si on arrive à être 144 000 à un moment donné, alors là, on commence à poser des questions. L'être humain, qu'est-ce qu'il est sur la planète? Un grain de sable. Quand il est pogné à tuer les lézards avec ses mains, à manger les coquerelles, à ramasser les papillons, il est pas gros. Et à un moment donné, l'être humain, il décolle avec une navette spatiale quand ça explose pas, et il s'en va faire des tours dans l'espace et il revient. Il est capable de creuser des mines
à un point tel qu'on ne pourrait jamais penser qu'un homme est passé là. Allez visiter, à un moment donné, la baie James. Placez-vous à côté du ciment, là en bas, puis demandez-vous si vous êtes capable de le bâtir. Vous allez penser que ça ne se peut pas que des humains bâtissent ça. Tout n'est pas nécessairement écologique. Mais prenez l'avion, survolez la ville de Montréal, puis demandez-vous si c'est possible que des humains aussi petits que ça puissent bâtir une chose aussi grosse. On va dire que ça se peut parce qu'on l'a vécu. Prenez votre corps, trimballez-le dans le désert, quelque part sur la planète où il n'y a pas d'homme, et fabriquez-moi une automobile. Ça demande du plastique, ça demande du pétrole, ça demande du caoutchouc. Un caoutchouc qui est pas mal mieux que l'IVA qu'on ramasse dans la jungle. Ça demande du métal, ça demande un acier particulier, ça demande de la peinture, ça demande toute une panoplie de choses. Et l'homme le fait. C'est du miracle. J'ai un papier ici. Je parle. Et on m'entend sur des enregistrements, on m'entend quelque part ici. L'électronique transporte ma voix. Alors, faut ouvrir les yeux à un moment donné et cesser de penser qu'on est médiocre. La technologie, c'est un jouet d'enfant pour l'homme nouveau. À un moment donné, l'homme nouveau aura peut-être une automobile parce qu'il y aura suffisamment d'hommes anciens. Et lorsqu'on ouvrira le capot pour vérifier l'huile, on se rendra compte qu'il n'y a pas de moteur dedans. Pour l'instant, on passe par des étapes, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est que de l'homme, que de l'humain. Si on compare l'humain qui se lance des pierres pour faire la guerre et l'humain qui maintenant est capable d'envoyer un missile, hein, on a pu voir les Américains dernièrement, il y a un pays qui lance un missile sur des avions de chasse, les avions retournent le missile et détruisent la base. On est au-delà de ce qu'on peut penser. Et la technologie, elle approche de sa limite. On approche de la limite, de la vitesse de la lumière. Il n'y a rien dans la matière qui va plus vite que ça. Mais l'homme nouveau ne sera pas un technocrate. Il sera un humain, un surhumain, au-delà de ça. Alors, faut pas se poser de questions, savoir si on va pouvoir faire ceci, faire cela. Vous êtes dans des corps physiques présentement, et tout ce qui, vous êtes la pointe de l'iceberg à l'envers, et tout le reste ne peut pas se présenter pour l'instant, parce que le corps de l'homme ne peut pas le supporter, et l'âme, évidemment, ne pourrait pas le supporter. Je dis souvent, à un moment donné, les personnes qui font le PMC, et je dois absolument les avertir que le PMC a un défaut majeur, c'est que ça marche. À un moment donné, l'humain veut faire quelque chose, puis à un moment donné, quand ça se met à marcher, il sauve à toute vitesse. Bon, on va faire l'expérience de faire bouger quelque chose à distance. La personne, elle apprend quelque chose, à un moment donné, ça y revole d'en face. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, elle se demande, c'est pas Satan, c'est pas ceci, c'est pas cela, puis elle sac son camp. Bon, je veux rencontrer Dieu. Essayez de vous imaginer de monter sur le Mont-Royal ici, puis à un moment donné, il y a une entité extrêmement majeure qui vient se placer là, les arbres deviennent illuminés. La majorité d'entre vous, vous allez mourir d'une crise de cœur. Quand l'homme n'est pas prêt, l'homme n'est pas prêt. Alors, la puissance, vous ne la connaissez pas. Est-ce qu'il y a d'autres humains qui ont la même fonction à l'échelle de nos galaxies? Non. Il y a d'autres phénomènes extraterrestres qui vivent. Et la majorité, c'est dommage pour vous qui souvent vibrez encore de cette médiocrité, mais le reste de l'univers attend après l'homme. Et c'est pourquoi les énergies, ce que vous appelez divines, ont tant d'intérêt dans l'homme. Quel rôle aura le gouvernement mondial? Pour qu'un gouvernement mondial apparaisse, on doit évidemment parler de monarchie, parce que la diplomatie, l'électorat, permet évidemment à la puissance, disons, d'involution d'être éliminée. Par contre, c'est un culte de l'ignorance. Présentement, on fait des élections, on vit dans un système démocratique, et la démocratie permet à la force d'involution de garder sa puissance. Lorsqu'un humain est génial et qu'il a quelque chose de brillant à faire, vu que personne ne comprend, on vote pas pour, fait qu'on continue toujours dans la médiocrité. On doit donc, c'est intéressant pour l'instant, parce que ça a permis à des Adolf Hitler, à des Néron, à d'autres comptes de pouvoir être éliminés. Sauf que maintenant que c'est éliminé, c'est évident que si on veut parler de gouvernement mondial, on doit parler de monarchie, des monarques. Le gouvernement mondial ne sera pas comme un gouvernement comme on le connaît présentement, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de personne qui va diriger et qui va dire quoi faire. Lorsque l'être humain est intelligent, lorsque l'esprit est capable de s'exprimer par le corps de l'homme, une chose intelligente reste une chose intelligente, que l'on soit noir, brun, blanc, rouge, bleu, violette, jaune. Que l'on vive quelque part sur une péninsule perdue sur l'hémisphère sud de notre planète ou sur l'hémisphère nord, une chose intelligente reste une chose intelligente. Ne pas polluer en est une. Ne pas tuer en est une. Pas parce qu'émotivement on souffre, ça n'a rien à voir. C'est intelligent et écologique. Alors le gouvernement mondial ne sera là que conceptuellement
pour permettre à un moment donné à tous les vestiges de l'humanité ancienne de pouvoir s'accrocher sur quelque chose de salvateur pour leur permettre de finaliser leur transition vers l'homme nouveau sans trop de souffrance. Il n'y aura pas de monarchie planétaire éternellement. Il viendra un moment donné où ce sera l'esprit qui sera le monarque, exprimé à travers l'homme. Il n'y aura pas de bureau. Il n'y aura pas de centre ou de nations qui seront le siège de ce gouvernement mondial. Il y aura pendant un laps de temps quelque chose de semblable à cela. On dira qu'il y a un gouvernement. On voudra écouter ses ordres. On écoutera les ordres de l'esprit qui sera véhiculé par l'intermédiaire de plusieurs humains. On dit que le grand monarque naît dans une ville qui porte le nom de Reims. Je dis, pour m'amuser, que l'entrée du centre est sur la rue Reims. On n'a jamais dit que c'était nécessairement une ville. Mais j'ai dit cela pour m'amuser. Je voudrais savoir si ces gens qui sont une race d'humains à part vont continuer à s'instruire dans le domaine suivant. Médecine, biologie, physique, arts martiaux ou de combat. Et est-ce qu'ils vont aborder l'apprentissage de ces sciences de la même façon que les autres hommes et femmes? Il y a toute une mécanicité qui permet à un moment donné à votre corps, à l'homme tel qu'il est là, d'entrer en contact avec son esprit, de créer une copie exacte de la vibration planétaire dans le monde de l'esprit, ce qu'on appelle un double éthérique. Le corps nazarien était cela. Et on parle par la suite de fusion entre le corps éthérique et le corps de l'homme planétaire. Tant que cela n'est pas fait, évidemment, l'humain se verra confiné à apprendre les sciences qui ont été nommées ici. La science ne sera pas nécessairement enseignée à l'école, elle sera cellularisée par les humains. Une chose importante, c'est que les techniques de combat du sens art martial auront de plus en plus d'attrait pour le Québécois, parce que l'homme nouveau sait qu'il devra être un guerrier nouveau, non pas pour frapper, pour se battre, pour se défendre, simplement pour instruire son ego que la vie, ça vaut la peine d'être vécue et qu'on ne doit pas se sécuriser dans une illusion de plénitude et de cesser de goûter la vie. L'homme nouveau sera un guerrier et il sera quelque chose qui acceptera des défis, de foncer et qui acceptera de vivre avec le neuf. La semaine prochaine, les enseignements du Nazarien, c'est un théologien qui va m'interviewer. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce que je vais dire. C'est impeccable. On pourra donc aller au fond des choses. Ceux qui se sentent intéressés par ces phénomènes de l'énergie christique à l'échelle du Québec, la semaine prochaine, on va être là. En attendant, bonne semaine, amusez-vous. Merci beaucoup, Daniel. Également, la semaine prochaine, pour tous ceux concernés par le développement des enfants,